Le deuxième atelier pose la question des services. En gros, pour atteindre l'équilibre économique, faut-il nécessairement avoir des prestations de services à commercialiser? Et pour en parler, nous accueillons Françoise Morcel, qui est directrice de projet à la Caisse des dépôts, à la direction du développement territorial et du réseau au département Innovation, Recherche et Université. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Emmanuel Dequier, qui est directeur des grandes installations et plateformes au Génopole à Ivry, et Arnaud Devillez, qui est ingénieur marketing. Et vous êtes responsable de la recherche et de la valorisation à l'UEB, l'Université européenne de Bretagne. Eh bien, voilà, les ateliers s'enchaînent. Il y a 30 minutes par atelier. Là, vous êtes 3, plus la salle. Donc, on ne va pas mollir. Françoise Morcel, donc, vous, pour la Caisse des dépôts, vous intervenez notamment sur un dispositif de plateforme mutualisée d'innovation dont la finalité, si j'ai bien compris, c'est précisément d'aller à la prestation dans leur modèle économique. Qu'est-ce que sont les plateformes mutualisées d'innovation? Ça vient d'où? C'est quoi le contexte? Alors, les plateformes d'innovation, les plateformes mutualisées d'innovation telles qu'on les monte actuellement, je referai un rapide petit historique, mais c'est un regroupement de moyens qui est de moyens, c'est-à-dire des équipements, même des moyens humains, qui sont mis à disposition d'une communauté d'utilisateurs. Ce sont notamment des entreprises, mais ce sont des laboratoires privés, publics, et qui pour leur permettre de mener à bien leurs projets de recherche, développement et d'innovation. Donc, pour un rapide historique de la raison pour laquelle la Caisse des dépôts se retrouve dans ces projets, 2005, création des pôles de compétitivité. 2008, les partenaires de ces pôles souhaiteraient avoir des ressources mutualisées et à partir de là, des appels à projets. Première série d'appels à projets en 2008-2010 où la Caisse des dépôts intervient pour monter ces plateformes aux côtés de l'État et ce modèle étant suffisamment solide, le programme des investissements d'avenir crée un programme dédié aux plateformes mutualisées d'innovation, ce qu'on appelle les PFMI. Donc, quel était leur positionnement? Ces plateformes, elles correspondent à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut permettre à un certain nombre de petites entreprises, notamment, de pouvoir faire de la recherche. Et les plateformes se positionnent sur la partie R&D aval, c'est-à-dire ce qui a été identifié un petit peu comme le chaînon manquant, le chaînon faible, c'est-à-dire la phase de recherche qui est juste avant la mise sur le marché. Donc l'idée, c'est d'accélérer un petit peu ce circuit d'innovation pour des entreprises qui n'en ont pas les moyens, forcément. Donc, quel est le modèle économique de ces plateformes-là? Je pense qu'elles sont assez particulières. Elles sont faites donc pour la recherche et l'innovation, toujours. Elles sont labellisées par un pôle. Elles doivent être labellisées par un pôle et elles doivent présenter à terme un modèle économique équilibré. C'est surtout ça, c'est pour ça que la Caisse des dépôts, organisme financier, est là. C'est-à-dire qu'elles sont montées en société. Et il doit y avoir dans ce montage des partenaires. On peut accueillir des partenaires publics et privés, des entreprises, mais qui doivent investir. Pourquoi? Parce qu'on considère que justement ces structures, grâce aux prestations de services, grâce à un modèle économique, doivent pouvoir à terme je dirais, flotter toutes seules et être capables de renouveler leurs équipements, renouveler et poursuivre ce courant d'innovation. Donc, dans le cahier des charges, il fallait qu'il y ait au moins 2 entreprises et un laboratoire public.
Et il était important que ce projet soit en cohérence avec les autres projets de territoire, avec des filières économiques qui sont portées en France. Et voilà. Donc, c'est tout territoire, toute filière. Tout territoire, toute filière. Du moment, c'est les pôles en fait qui proposent. C'est l'État qui a fait le choix des plateformes, puisque technologiquement, scientifiquement, c'est l'État qui est compétent sur le sujet. Et l'accompagnement de l'État, parce que si j'ai bien compris, en fait, l'État commence à mettre de l'argent, attend un effet de levier. L'État apporte des subventions sur ces plateformes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'investissement de la part de partenaires privés, des entreprises et de partenaires financiers comme la Caisse des dépôts, et il y a évidemment de la subvention, parce que ce modèle ne tiendrait pas sans une mise un peu à flot de ces plateformes avec un support subventionnel pour leur permettre le démarrage. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ces plateformes mettent en œuvre des projets et amorcent des marchés qui n'existent pas. Donc il y a un besoin d'effet de levier nécessaire sur les 3 à 5 premières années. Voilà. Très bien. Très bien. Vous pouvez peut-être passer le micro à Emmanuel Dequet. Donc, je crois qu'il y a une de ces plateformes qui est hébergée sur le Génopole. Oui, en fait, dans le cadre du premier appel à projet, donc celui de 2008, il y a un projet qui avait été déposé par le laboratoire ISTEM et la société Ecticel Selectis, donc qui a été retenu. C'est la plateforme CellMil pour la production industrielle de cellules IPS, donc les cellules souches pluripotentes. D'accord. J'imagine qu'au Génopole, qui existe quand même depuis un certain nombre d'années et qui est une concentration de laboratoires, de start-up, il y a aussi d'autres moyens d'essai, de recherche mutualisés. Tout à fait. Donc, en 2 mots, le Génopole, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de développer un biocluster à Évry. Historiquement, pourquoi Évry? Parce qu'autour du Généton et du Génoscope, qui étaient les fleurons de la recherche en génomique de la France à la fin des années 90, et le Génopole, donc ce GIP, a eu pour mission de développer les biotechnologies pour rattraper le retard qu'avait la France sur ce secteur. Donc on a développé à Génopole 3 pôles. Les 2 premiers pôles historiques, c'est la recherche et les entreprises. Et pour venir en soutien à ces pôles de développement, pour soutenir l'implantation des entreprises et des laboratoires, il a été créé en 2005 un pôle plateforme pour développer un certain nombre de plateformes sur le campus d'Évry. Donc on a différents modèles de plateformes, mais pour résumer, les missions des plateformes, c'est de mettre à disposition des équipes de recherche, qu'elles soient publiques ou privées sur le campus, des équipements et des compétences qu'elles ne pourraient pas avoir en propre à cause des coûts et des savoir-faire. Donc, et ces plateformes également participent fortement maintenant à l'animation de ce biocluster. On a également développé tout un aspect donc de partenariat, développer des partenariats à travers l'instrumentation scientifique, faire en sorte que les équipes de recherche publiques rencontrent les entrepreneurs des biotechnologies pour créer de nouvelles innovations et pour qu'il y ait un transfert des savoir-faire d'un monde vers l'autre. Il y a une chose que je note, en fait, il y a une association d'idées qui me vient entre les plateformes mutualisées d'innovation et les plateformes que vous décrivez sur finalement le biocluster du Génopole. C'est que dans les 2 cas, on s'adresse quand même à des petites sociétés. Enfin, il y a une finalité de donner des moyens d'accès, de recherche, de développement à des petites sociétés qui sont, voilà, chez nous, c'est des startups, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un positionnement particulier des plateformes que vous proposez par rapport au secteur privé, j'entends. Donc nous, le GIP Génopole, on s'occupe justement de plateformes qui se positionnent pour de l'accompagnement, pour aider les startups, les sociétés de biotechnologie à développer leur recherche. Et aussi également au laboratoire à développer de nouveaux axes scientifiques. Toujours dans l'idée que l'innovation doit être transférée au monde industriel à l'issue de ces développements dans les laboratoires. Donc on n'est pas sur des modèles de grandes infrastructures, on est vraiment sur
que j'appelle des plateformes de proximité, c'est-à-dire que notre modèle économique, c'est des infrastructures qui sont faites principalement pour les unités, les entreprises du biocluster. On a quelques infrastructures d'envergure nationale, parce qu'on a un savoir-faire qu'on a aussi développé. On participe à donc il y a la plateforme d'innovation qui n'était pas encore mutualisée à l'époque, donc CELMIL. On participe également, on est partenaire du projet Biobank avec l'INSERM pour une plateforme destinée une encapsulation d'ADN destinée aux biobanques. Donc nous avons des projets nationaux. Et nous avons donc ces plateformes de proximité qui sont principalement, ce qui nous intéresse ici, c'est les modèles économiques, donc sur deux modèles. Des plateformes qui sont en gestion par Génopole, parce que les compétences n'étaient pas disponibles au sein des laboratoires ou des entreprises pour développer ces activités. Donc on a ex nihilo créé ces plateformes, donc on a un centre de bioproduction et on a une animalerie de site qui permet donc d'accueillir d'expérimentations animales. Et nous avons toutes les plateformes qui sont hébergées au sein de laboratoires de recherche académique. Et les financements de Génopole dans ces plateformes, donc par la mise à disposition, ce qui se passe par la mise à disposition d'équipements, se fait en contrepartie d'une ouverture minimale auprès des entreprises du biocluster. Quand vous dites minimal, est-ce qu'on est autour des 10% qui étaient évoqués tout à l'heure par le ministère et par Mazars, hein? Ces plateformes étant hébergées donc par nos partenaires qui sont l'Université d'Evry-Val d'Essonne, l'INRA, le CEA, les modèles économiques sont définis donc par leur tutelle. Nous, on demande... On raisonne en temps d'accès. Mais on est dans la relation partenariale entre les entreprises et les laboratoires se passe principalement par du contrat de recherche. D'accord. Contrat de recherche partenarial. Je voudrais simplement compléter le paysage. Les plateformes telles que nous, on les a montées avec l'État, ce sont aussi de petits objets. Hein. Ce ne sont pas des grosses infrastructures. En gros, je dirais c'est des montants d'investissement autour de 5 000... Enfin, investissement et fonctionnement et subvention 5 millions d'euros, en gros. Donc, c'est des petits objets. Les partenaires, ce sont souvent les locomotives sont les grosses entreprises, ce sont des grands groupes, mais qui vont permettre à leurs sous-traitants, à leurs PME sous-traitantes, ou s'ils souhaitent externaliser leurs recherches, de pouvoir travailler de cette façon-là. Donc c'est assez complémentaire, mais ce qui est important, c'est cette mixité, cette ouverture entre le partenariat public et privé. C'est-à-dire que c'est vraiment la prestation de service va permettre de pouvoir travailler comme ça. Ok, je comprends, merci. Arnaud de Villez, donc du côté de la Bretagne, j'ai cru comprendre, quand on a un petit peu discuté pour préparer l'atelier, que vous aviez mis en place un accompagnement des plateformes, et d'ailleurs sur une grande échelle, puisque c'était sur l'arc atlantique, hein, c'est ça ? Allez-y. Donc oui, on a démarré une démarche d'accompagnement des plateformes fin 2008, donc à l'Université européenne de Bretagne et dans sa structure de transfert de technologie, Bretagne Valorisation à l'époque, donc, qui est devenue la SATT Ouest Valorisation. Notre objectif était d'accompagner les plateformes dans une logique de promouvoir une offre de services pour les entreprises, mais aussi pour d'autres équipes de recherche qui ne sont pas nécessairement sur le territoire. Donc on a développé toute une méthodologie qui permet de poser un diagnostic sur la structure plateforme avec, en tenant compte, disons, des objectifs qu'ont les financeurs lorsqu'ils financent ces objets. Donc je préciserai que la taille des objets est un peu variable pour le périmètre dans lequel on travaille. C'est la question que j'allais vous poser en fait. Est-ce constitué dans la gamme des objets Ce sont des petits objets, mais à l'intérieur des petits objets, puisqu'on a étendu via le GIS Biogène Ouest qui est birégional Bretagne-Pays de la Loire, on a également posé un diagnostic et travaillé avec la plateforme ou le GIP Aronax. Et donc là, on ne peut plus dire que ce soit un cyclotron, donc c'est plus un petit objet. Et ça nous a amené via le projet européen Cher Biotech à déployer la méthodologie donc, à une échelle encore plus importante qui est l'arc atlantique, donc avec des plateformes là, qui sont en Écosse,
Portugal, Espagne, et on a pu comme ça avoir un retour d'expérience assez intéressant sur l'ensemble des plateformes. Donc la question qu'on va me poser, c'est quels enseignements on en tire. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que la question des coûts complets, comme on l'a vu tout à l'heure sur la question des TGIR, des grandes infrastructures européennes, revient. C'est-à-dire que dans tous les diagnostics qu'on pose, il y a un problème de coût, et ce problème de coût, dans une étape, et je pense que c'est l'étape première, il faut évaluer les coûts complets des plateformes. La question de la tarification et de la volonté de facturation viendra ensuite, mais en tout cas, ça reste l'estimation des coûts complets reste une étape primordiale dans la démarche d'accompagnement des plateformes. Ensuite, la problématique qu'on rencontre régulièrement est la construction d'une offre de plateforme et une offre qui soit lisible, compréhensible, appropriable par les industriels. Et là, on a une difficulté de nouveau, c'est qu'on a cette culture dans notre périmètre qui n'est pas forcément au départ une culture qui a une aisance avec le vocabulaire des industriels ou traduire une offre pour une culture industrielle. Donc là, on a tout un travail d'accompagnement également à réaliser, qu'on fait en interne, mais qu'on peut aussi sous-traiter pour promouvoir l'offre des plateformes. Et enfin, la notion qui est apparue importante de tous ces diagnostics, c'est le taux d'utilisation des équipements. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les TGIR, la question est comment augmenter le taux d'utilisation des équipements, parce que sur les petits objets, il y a beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup d'équipements, et la question qui revient régulièrement, c'est comment je peux augmenter via des prestations de services le taux d'utilisation de mes équipements, en étant toujours très prudent que ce taux d'utilisation est calculé après que la plateforme est satisfaite dans son rôle de support au programme de recherche. Ça, c'est très important, parce que c'est la question du ressourcement long terme de la plateforme qui est en jeu là. Et donc, ouvrir une plateforme à des prestations de services, oui, mais après avoir satisfait le rôle de support au programme de recherche. Et une des dernières questions qui apparaît importante aussi, c'est comment je suis complémentaire dans un périmètre comme Biogen West sur les biotechnologies, comment je suis complémentaire à une autre plateforme. Et c'est là où avoir une logique d'indicateurs et les mêmes indicateurs pour toutes les plateformes est intéressant. C'est comment mesurer à quel point je suis complémentaire à une autre plateforme pour pouvoir avoir une offre encore plus compétitive, plus différenciante technologiquement pour, et je dirais, répondre à un besoin industriel qui renforcera sa compétitivité. C'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé. Donc au niveau de Bretagne Valorisation et de l'UEB, on raisonnait sur un portefeuille de plateforme. Dans le GIS Biogen West, sur un autre portefeuille de plateforme. Et évidemment, dans l'Arc Atlantique, sur un autre portefeuille de plateforme. Voilà, aujourd'hui, l'expérience qu'on peut tirer, après quelques années sur l'accompagnement des plateformes, ce qu'on constate, c'est que par un meilleur accompagnement, on augmente quand même la part de revenus liés aux prestations de services progressivement, sans augmenter nécessairement le nombre de prestations de services. On a augmenté par une bonne pratique des coûts déjà, par une meilleure lisibilité de l'offre, cette complémentarité dont je parle qui a un effet rebond, comment un industriel peut passer d'une plateforme à une autre parce que son projet va peut-être passer d'une plateforme à une autre, et s'il avait travaillé de manière individuelle, sans guichet commun, par une seule plateforme, il n'aurait pas vu cette opportunité. On parvient à augmenter la part de revenus liés aux prestations, et surtout un esprit très important qui est que la prestation de service a souvent constitué un premier produit d'appel pour aller vers une coopération à plus long terme et pour aller vers des partenariats qui vont être plus figés dans le temps, où après on est sur une autre ingénierie qui est liée à la propriété intellectuelle, etc. Donc c'est de nouveau la structure de transfert de technologie, mais dans une autre de ses composantes qui va intervenir. Voilà. Et donc j'insiste, la notion de portefeuille de plateforme aujourd'hui pour les universités, pour les établissements, les organismes, a un sens pour moi très important. Merci à Arnaud de Villez. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Ah, ben voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va vous poser des questions au dernier intervenant. Dans la dernière partie de ce que vous avez décrit, sans augmentation de l'investissement, l'augmentation de la lisibilité des plateformes, etc., vous pouvez la rapporter à l'augmentation d'investissement ou pas?
Quand vous voulez dire notion d'investissement, c'est l'investissement des personnels qui ont passé du temps sur... Alors on n'a pas eu le cas en fait, hein. On travaille sur des équipements qui sont encore relativement jeunes. On a quand même le... Si, à la notion de jouvence et de renouvellement. Et surtout, il y a une autre notion derrière, on n'a pas abordé, qui est la maintenance. Maintenance et étalonnage, qui est primordial. C'est-à-dire, dans une prestation de service, si on n'amortit pas les coûts de maintenance et d'étalonnage, l'opération, à l'arrivée, elle est... Voilà. Alors, la question, elle est aussi, au départ, quel est le ticket d'entrée pour un industriel? C'est-à-dire, il a besoin d'un certificat, il a besoin d'une... C'est l'atelier d'après, il a besoin d'une démarche ISO, il a besoin des certificats d'étalonnage, etc. Donc oui, il y a une mise en entrée, ça c'est clair. Donc le diagnostic qu'on pose, effectivement, traite ces questions-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de démarche qualité, s'il n'y a pas eu d'étalonnage, si on a eu un problème sur l'obsolescence des moyens, des ressources qui sont mises en jeu, là, effectivement, on va avoir tout de suite quelques indicateurs qui vont nous dire qu'il y a du boulot avant de commencer, mais du travail interne, ou alors de la mutualisation à réaliser. Sur le plan maintenant de l'activité support promotion, l'effet de mutualisation permet quand même de réaliser des économies d'échelle, et ça c'est vraiment le dispositif Bretagne Valorisation qui a permis de faire ces économies d'échelle. Mais en tout cas, notre diagnostic pose les questions d'obsolescence, les questions de maintenance, d'étalonnage, dès le départ. On a j'ai parlé de la promotion de l'offre parce qu'on était sur les prestations de services, mais on a aussi une démarche d'accompagnement et de sensibilisation sur ces questions-là. Comment réinvestir sur la plateforme, ou alors comment abandonner cette plateforme et lier une alliance par voie de co-traitance avec un autre établissement. C'est aussi le jeu de Biogène Ouest qui fait bien l'intention à ne pas financer 2 fois les mêmes moyens, 2 fois les mêmes opérations sur 2 sites différents, qui veillent à une certaine cohérence dans les investissements. Je voulais juste rajouter un mot pour donner une idée d'échelle. En fait, là, j'ai fait un petit tour des plateformes avant de venir. On est sur une plateforme, je vais dire, moyenne, des petites infrastructures avec quelques millions d'investissements initiaux, sur une maintenance et jouvence autour de 100 à 150 000 euros par an. Donc, pour les plateformes que j'observe à Génopole. Et donc il y aurait un besoin en fait de récurrent sur ces plateformes, il est vrai, au moins de cet ordre-là, pour ce qui est vraiment uniquement le périmètre d'équipement. Donc en prenant compte pour une plateforme de bioinformatique. Pour tout le monde, monsieur a du mal à vous croire. J'ai pris 3 plateformes, j'arrive sur une bioinformatique, spectrométrie de masse et de l'imagerie. On est sur des chiffres allant de 100 à 150 000 euros de besoins récurrents par an pour entretenir, pour maintenir un certain niveau. Ouais. Ouais. Pour compléter le paysage, notre approche, c'est vraiment, dans le cadre d'un modèle économique, de prévoir tout ça dans le cadre du plan d'affaires. On fait un plan d'affaires à 10 ans et l'obsolescence des équipements, le renouvellement est bien entendu prévu. Et c'est une part souvent très importante du plan d'affaires. C'est les montants souvent de subventions qui servent à acheter les outils, mais on espère que l'entraînement fait qu'à terme, la plateforme peut les racheter elle-même. Voilà. Mais c'est un sujet qui est très important, et c'est toute la sécurité que peut apporter par exemple la Caisse des dépôts dans ces montages-là, puisque c'est elle qui permet de conforter la plateforme sur ces sujets purement financiers et de prévision budgétaire. Oui, j'ai une question au sujet des moyens humains, parce que vous avez parlé des investissements et que vous mettiez donc des moyens humains, parce qu'on comprend bien que dans les plateformes, et c'est le problème un petit peu de tous les gens qui travaillent dans ces plateformes, innovation, effectivement, on va changer de matériel, on va s'équiper de manière plus moderne, et on a souvent un besoin en ressources humaines important pour pouvoir pallier à la demande à ce moment-là, parce que le montage de certains projets a été fait avec un nombre de personnel, et ce nombre de personnel peut varier en fonction des besoins de la plateforme pour se moderniser ou répondre aux besoins des industriels ou à un partenariat.
comment on peut facilement gérer cette problématique, et est-ce que vous aidez en termes d'investissement de moyens Qui veut? Les moyens humains sont, comme le reste, des choses sur lesquelles il faut travailler, il faut faire du prévisionnel. Donc il est évident qu'il y a une gouvernance à mettre en place, un conseil d'administration, un conseil scientifique et les bonnes personnes. La partie démarche, marketing, approche commerciale est déterminante, et ça on le sait. Et souvent, une approche commerciale doit démarrer très très vite pour pouvoir assurer la pérennité et le renouvellement des sujets. Mais comme le reste, c'est vraiment une analyse à traiter. Une dernière question. Oui. J'ai une question pour Pierre Pacaud, vice-président de l'Université de Nantes. J'ai une question pour vous, madame, concernant le type particulier d'accompagnement que vous faites auprès de ces plateformes publiques-privées qui ont vocation à faire de la prestation sur des aspects relativement différenciants auprès des entreprises. Est-ce que vous avez déjà le recul suffisant par rapport au type de projet et l'appel d'offres qui a eu lieu pour savoir si les atteintes au modèle économique d'équilibre a été réalisé pour ce type de plateforme? Alors, c'est bien là où il faut être très modeste, c'est-à-dire qu'on a 2-3 ans de recul, 2 ans de recul sur le modèle que nous préconisons et sur lesquels on essaye de faire émerger quelque chose de cohérent. On n'a pas encore le recul nécessaire pour pouvoir dire c'est un modèle pertinent et on peut, disons, trouver qu'il y a un résultat là-dessus. C'est un petit peu tôt, c'est vrai. Gardez le micro. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, moi j'en ai une. Voilà. Je me demandais, par rapport aux plateformes mutualisées d'innovation, qui, si j'ai bien compris, partent d'une démarche quand même initiée dans les pôles de compétitivité. Tout à l'heure, on a évoqué, disons, le regard de Bercy. Là, je me demandais quel était le regard de Bruxelles sur ce type de montage. Alors... Vous voulez que je réponde? Quelqu'un veut répondre? Le regard de Bruxelles, c'est un regard qui est pesant et sur lequel on a bien compris qu'il fallait faire attention. C'est-à-dire que nous avons notifié, sur la question des plateformes par exemple, avec la DG6, avec le ministère de l'économie, nous avons notifié le régime plateforme à Bruxelles avant de nous lancer, ou en même temps que nous nous lancions dans cette aventure-là. Donc nous sommes extrêmement vigilants à chaque pas que nous faisons, de se poser la question de savoir si les montages que nous faisons sont en conformité avec Bruxelles. Ça, c'est extrêmement important. Arnaud de Villez, vous vouliez ajouter un point? La réponse, elle vient du mode de financement, principalement des équipements, puisque la plupart des financements sur l'exercice qui va se terminer, les financements sont financés les équipements sont financés dans des contrats de projet État-région, donc principalement par du FEDER, Fonds européen de développement régional, donc structurant, et sur du FEDER recherche. Et donc il y a eu vraiment une attention particulière à porter, parce que quelle est notre limite en matière de bénéfices réalisés sur des opérations financées dans du FEDER recherche? Là, ça peut devenir vite hors limite, quoi. Donc oui, il y a vraiment un point de vigilance à avoir sur ces affaires-là. Bien, merci beaucoup.